Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre journée. Voici le programme des 2 heures d'information depuis le port de Jaffa. L'Assemblée nationale va débattre aujourd'hui d'une résolution appelant le gouvernement français à reconnaître la Palestine. Michael Darmon, éditorialiste politique, sera avec nous en duplex de Paris, ainsi que Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP. Nous lui demanderons pourquoi elle s'oppose à ce vote. Après 3 ans d'attente, la famille de Liz Etonit voit le bout du tunnel. Les 2 chauffards français qui sont soupçonnés d'avoir tué la jeune Israélienne en 2011 sont jugés depuis hier à Paris. Nous y reviendrons. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez l'actualité de la semaine en caricature avec Michel Kishka et la chronique culture de Marie Chek qui nous parle aujourd'hui d'une exposition Paris-Tel Aviv-Paris. Voilà donc pour le programme de ce morning du vendredi 28 novembre. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour, merci beaucoup d'être... Comment vous m'avez appelé? Ah non, Jean-Charles, j'allais dire Jean-Charles, voilà, c'est l'habitude. Merci beaucoup Daniel d'être avec nous. Bonjour à vous, Maurice Ferragan. Bonjour. Et on commence avec vous avec la revue de presse israélienne. Oui, une revue de presse qui ce vendredi a d'énormes relents électoraux. Vous allez voir, on va commencer par Yediot Ahronot avec ce titre, le plan de paix de Lieberman. Le ministre des Affaires étrangères, un fin politicien, a compris que les élections n'étaient plus très loin et commence donc à se positionner. Sur le plan diplomatique, a-t-il dit, nous n'avons plus d'autre choix que de renoncer au Grand Israël. Vous voyez, une première. Il est possible de parvenir à un accord global avec les Palestiniens, a-t-il dit. C'est la première fois qu'Avigdor Lieberman laisse entendre de possibles concessions territoriales. L'intégrité du peuple surpasse l'intégrité de la terre, a affirmé Avigdor Lieberman au quotidien Yediot Ahronot. Alors le journal nous précise que le ministre des Affaires étrangères présentera sa vision politique la semaine prochaine à Basel au ministre européen des Affaires étrangères lors de la réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, une affaire à suivre. Oui, on suivra cette affaire. Prochain journal, Maurice. Haaretz, toujours les élections anticipées. Le quotidien titre sur une loi qui semble peu importante a priori, c'est la loi contre l'immigration illégale, une loi qui avait été annulée par la Haute Cour de justice, parce que cette loi ne prévoyait pas de délai de détention des infiltrés illégaux en Israël. Alors il y a un nouveau projet de loi qui prévoit un délai de 18 mois maximum pour ces illégaux. La question, c'est que cette loi va être présentée en procédure accélérée la semaine prochaine à la Knesset, et on comprend pourquoi accéléré, parce qu'il est temps maintenant de régler les comptes. Mais il y aura d'autres lois au relent raciste, écrit Yossi Werther dans le quotidien Haaretz. Netanyahou cherche un drapeau pour mener les élections et le seul qui lui reste est celui de la loi sur la nationalité. Bref, le climat ressemble, écrit le quotidien, de plus en plus au climat qui prévalait en 1999 lorsque Benjamin Netanyahou, tendu, nerveux, avait perdu les élections, écrit Yossi Werther. Ce sera à vérifier dans les prochaines semaines. Jérusalem Post à présent, là le quotidien lui s'intéresse aux questions de sécurité avec l'annonce du démantèlement hier d'un réseau terroriste du Hamas, un réseau dirigé depuis la Turquie. Alors pour aller vite, le Shin Bet a arrêté 30 suspects palestiniens dans les territoires, des suspects qui avaient suivi une formation et un entraînement en Jordanie, mais aussi dans la bande de Gaza. Ils étaient passés dans la bande de Gaza par les tunnels illégaux entre l'Égypte et Gaza. Là, ils ont reçu un entraînement. Après cet entraînement, ils ont été infiltrés en Cisjordanie. Le commandement de ce réseau se trouvait en Turquie. C'est de là qu'ils recevaient leurs directives et leurs ordres. Alors, une affaire qui finalement a provoqué un incident diplomatique, puisque le quotidien écrit est-ce que c'est ainsi qu'un membre de l'OTAN doit se conduire? Des sources diplomatiques qui sont restées anonymes disent que la question va être évoquée lors justement des rencontres de coopération entre les pays membres de l'OTAN. À noter que Benjamin Netanyahou, souligne le quotidien, n'a pas relevé le lien de ce réseau avec la Turquie. Il a félicité le Shin Bet et les services de sécurité, mais il n'a pas parlé de la Turquie. Apparemment, le Premier ministre n'a pas besoin d'un nouveau front diplomatique avec ce pays voisin, affirme le Jérusalem Post. Et on termine avec le quotidien
gratuit. Israël Hayom, qui est encore gratuit. Alors, le quotidien pose à la une qui sera le prochain chef d'état-major de Tsahal. Là encore, c'est les conséquences du climat politique, puisque finalement, cette décision devait être annoncée la semaine dernière. Elle n'a pas été annoncée. Alors, le quotidien affirme que le ministre de la Défense a rencontré son favori, qui est le général Gadi Eisenkot. Il essaye de le mettre en avant. Apparemment, les deux hommes sont tombés d'accord, mais il y a deux autres candidats. Yair Navé, le chef d'état-major adjoint, qui est le successeur naturel, et Yair Golan, le général Yair Golan, qui lui a les faveurs de Benjamin Netanyahou. Alors, le Premier ministre, selon le quotidien, bloque cette nomination. Il attend quoi? Apparemment, il attend rien du tout. Il est occupé à autre chose, et la nomination officielle doit avoir lieu le 15 février, à la fin du mandat de 4 ans de Benny Gantz. C'est une mauvaise habitude qu'a Benjamin Netanyahou d'essayer de freiner certaines nominations qui semblent évidentes. Rappelez-vous, avec Reuven Rivlin, il aurait été tout à fait logique qu'il soutienne la candidature de Reuven Rivlin. Il a attendu le dernier moment. Il a à chaque fois, il a cherché par tous les moyens à torpiller cette nomination, et finalement, il a dû se résoudre à l'évidence. On verra que ça peut avoir des répercussions importantes en période électorale. Daniel, je voudrais revenir sur un autre point. On a parlé du plan de paix de Lieberman qui a dit que l'intégrité du peuple juif était plus importante que l'intégrité de la terre d'Israël. Ça me rappelle, dites-moi si je me trompe, mais ça me rappelle un certain Ehud Olmert ou un certain Ariel Sharon qui disait « Je préfère un État juif sur une partie de la terre d'Israël plutôt que toute la terre d'Israël sans État juif. Oui, » C'est une fatalité, ça veut dire tous les hommes politiques de droite finissent par se ranger aux idées de gauche. Ah, pas tous, vous voyez bien que pas tous, mais en tout cas, même si je ne pense pas que Lieberman se range aux idées de la gauche, mais Lieberman a effectivement des positions, et souvent ça se manifeste en période préélectorale, il y a des positions plus pragmatiques qu'on pourrait l'imaginer. Et le fait de dire qu'il est contre un retrait territorial, il n'a jamais dit qu'il était contre un retrait territorial, puisque lui-même, dans sa conception des choses, il pourrait être favorable à la création d'un État palestinien, à condition, et on le sait, que cet État palestinien englobe le fameux triangle auquel vivent dans le nord d'Israël, au-dessus de la Samarie, dans lequel vivent 45% des habitants arabes israéliens. Donc il est prêt à céder même de l'État d'Israël pour parvenir à un accord. Lieberman est un homme qui a effectivement un positionnement très à droite, il est perçu comme cela, mais il s'avère être un partenaire pragmatique assez souvent. On verra ce qu'il adviendra. On le précise, il est crédité dans les sondages actuels de 7-8 mandats, c'est pas non plus une force politique très importante. Oui, mais effectivement, on est dans une position, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui veut faire qu'il y ait des élections, en tout cas à gauche, à droite. On y fait illusion d'expliquer concrètement ce qui se passe. Le Premier ministre israélien a demandé au parti orthodoxe de le soutenir s'il va aux élections, s'il convoque des élections anticipées. Il a dit au parti orthodoxe, soutenez-moi auprès du président pour que je sois un nouveau Premier ministre ensuite. Est-ce que les partis orthodoxes ont accepté ? Ils ne sont pas encore acceptés, et en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel se trouvent actuellement les partis orthodoxes, et en particulier le parti orthodoxe Ashkenaz qui a 7 mandats dans la Knesset actuelle, il est peu probable qu'il ne donne pas suite à cette revendication. On a du mal à imaginer, on va dire, l'animosité, pour ne pas dire la haine que ressent une partie du monde orthodoxe envers Binyamin Netanyahou, plus qu'envers Yair Lapid, autour de la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. On considère que Binyamin Netanyahou est le responsable, à double titre. Il a été responsable en 2004, lorsqu'il était ministre des Finances, de la réduction des allocations familiales qui ont porté un coup très dur aux familles nombreuses dans le monde orthodoxe. Et là, maintenant, il s'attaque on va dire, ce qui est le sacro-saint du monde orthodoxe, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et là, quelque part, Binyamin Netanyahou, du côté orthodoxe, on veut insister sur le fait qu'il y a une sorte de divorce entre l'alliance traditionnelle qu'il y avait entre la droite et les partis orthodoxes, et on n'est pas prêt pour l'instant, en tout cas pour l'instant, parce que bien entendu on sait qu'on est en politique et que la politique tout peut changer en politique, mais pour l'instant il n'est pas question pour le monde orthodoxe de rejoindre Binyamin Netanyahou, ni de soutenir d'être une alternative par exemple à Yair Lapid avant d'autres élections ici, ni même de soutenir, de recommander Binyamin Netanyahou Ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui semble évident, c'est que les élections seront anticipées. Ça, on ne se prend pas trop de risques en le disant, vu qu'en Israël, c'est quasiment systématiquement le cas. Une prévision, d'après vous, Maurice, c'est la date des élections anticipées en Israël ? On l'évoque depuis longtemps, le printemps 2015.
Printemps 2015, il nous reste à peu près 6 mois, c'est ce qui avait été prévu par tous les commentateurs politiques. Écoutez, on a du mal à imaginer un gouvernement, la coalition de Benyamin Netanyahou continuer à fonctionner de la sorte. S'il y a un report si finalement on trouve un compromis autour de la loi sur la nationalité, mais peut-être cela ne reportera la crise que de quelques semaines, mais on s'achemine effectivement vers des élections anticipées l'année prochaine. Alors, on va ouvrir notre grand dossier du matin et du jour même, puisque je vous le disais, l'Assemblée nationale française va aujourd'hui débattre d'une résolution socialiste invitant le gouvernement français à reconnaître la Palestine. Avec nous pour en parler depuis Paris, Michaël Darmon. Bonjour, merci d'être avec nous. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre tout à l'heure dans l'Assemblée nationale ? On va s'attendre effectivement donc à ce vote qui sera porté par les députés socialistes, puisque à l'initiative de Bruno Le Roux, c'est le groupe socialiste qui a accepté, qui a mis à l'ordre du jour dans cette niche parlementaire ce débat non contraignant sur la résolution, avec un vote non contraignant sur la résolution autour de l'État palestinien. Et puis surtout, on va voir dans quelle mesure, au sein du groupe UMP, on va exercer une liberté de vote, puisqu'il y a eu toute une discussion en interne, partant donc du principe qu'il y avait cette consigne qui consistait à dire qu'il n'y aurait même pas de participation physique à ce débat puis à ce vote. Et aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il y aura peut-être quelques votes qui s'exprimeront également, puisqu'il y a eu pas mal de réflexions autour donc de ce principe lié donc à une prise de position du Parlement français sur l'indépendance donc de l'État de Palestine. Vote une fois de plus, on le sait, non contraignant pour le gouvernement français. Michaël, est-ce que la question de la reconnaissance de la Palestine recoupe la division gauche-droite, avec une gauche qui serait en faveur et une droite qui serait opposée ? Non, pas vraiment, puisqu'on sait très bien que cette question a considérablement évolué. Si effectivement elle a pu être pendant très longtemps un marqueur politique français sur justement cette question-là et définissant le rapport entre la gauche et la droite, l'évolution est patente depuis des années, tout simplement parce que le dossier a aussi évolué en lui-même. Depuis les accords d'Oslo, on voit bien qu'il y a quand même eu une adhésion qui dépassait les clivages partisans autour d'un projet de résolution générale du conflit. Donc à partir de ce moment-là, vous avez aussi bien à droite qu'à gauche donc des analystes qui peuvent se retrouver sur ce dossier-là. Donc on n'est pas du tout dans un débat qui exacerbe les clivages partisans, comme on n'est pas du tout d'ailleurs, et c'est là qui est assez paradoxal, étant donné l'été qu'on a passé en France, on n'est pas du tout dans un débat qui intéresse l'opinion publique française, puisque ce débat ne sort pas de l'enceinte parlementaire, il est répercuté par les journalistes, on en parle assez régulièrement depuis quelques jours, mais il faut bien reconnaître aussi que ça n'intéresse pas du tout les Français, il n'y a pas du tout de manifestation liée à cette question-là, et on est bien loin donc de l'effervescence liée autour de la question régionale de cet été. Une question également, Michaël. Hier, on a appris que la France compte organiser un sommet pour la paix au Proche-Orient. C'est quoi? C'est pour allumer un contre-feu en réponse au débat au Parlement, ou c'est une vraie volonté française qui a été en préparation depuis un moment? Je dirais que c'est une volonté française en serpent de mer qui est toujours cette ancienne de dire il doit y avoir une influence française sur la scène proche-orientale qui est régulièrement portée par les gouvernements successifs, les administrations qui se succèdent, qui aboutit toujours au même résultat, c'est-à-dire une influence extrêmement minime, voire donc quasi nulle sur la capacité de pouvoir vraiment faire bouger les choses. Là, on est plutôt sur une logique je dirais, lié à la modestie, pour ne pas dire la faiblesse, donc de l'action américaine et l'échec donc des Américains à pouvoir faire bouger ce dossier, la non-intégration vraiment patente depuis plusieurs années de Barack Obama dans cette question-là, les demandes pressantes des Saoudiens notamment vis-à-vis donc des Français de prendre cette place vacante, donc laissée vacante par les Américains. Donc on est dans un moment où
où également l'équipe, l'exécutif en France a besoin, et en particulier François Hollande, de pouvoir régénérer une forme de crédit présidentiel, institutionnel, régalien. On bascule en France dans maintenant la partie électorale, où on commence à préparer l'élection présidentielle pour 2017. Et là, François Hollande a besoin de sujets, de dossiers qui le placent sur la scène internationale. On est aussi dans une épure assez classique vis-à-vis d'un mandat qui arrive dans sa deuxième moitié. Michael, restez avec nous. On est en ligne à présent avec la députée UMP de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes députée UMP et présidente du groupe au conseil municipal de Paris. Vous avez pris une position contre l'adoption de cette résolution socialiste. Au conseil de Paris, vous avez également proposé que la ville de Paris reprenne le jumelage avec la ville de Safed qui a été abandonnée par Martine Aubry. Anne Hidalgo a refusé cette proposition. Pourquoi ces deux positions? Écoutez, alors, c'est eux qui peuvent vous dire pourquoi. Non, sur votre position à vous par rapport à la résolution. Moi, je peux vous dire pourquoi je les porte. Je trouve que ce projet, cette résolution déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et dont on a eu une version un peu différente, mais c'était la même idée au Conseil de Paris, en quelque sorte en anticipation d'avant-projet, je trouve qu'elle pose un problème majeur de méthode. C'est-à-dire que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité des Français, et d'ailleurs aussi des Israéliens, peuvent partager le projet d'un État palestinien. Et le partage, parce qu'il n'y a pas de vraie solution durable sans l'affirmation de l'idée de peuple pour deux États, qui est une idée aujourd'hui bien établie et encore une fois largement partagée. Mais pour ça, on appelle tous de nos voeux la reprise du processus de paix, qui est le seul outil capable de déboucher sur un résultat concret. Et c'est dans ce mot-là, déboucher, qu'est tout le problème de la proposition socialiste. C'est pas avec une reconnaissance ou un appel à la reconnaissance unilatérale, anticipée, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, comme c'était aussi le cas dans le texte du Conseil de Paris, qu'on fait avancer les choses. Pour moi, la reconnaissance de l'État de Palestine, elle vient acter le processus de paix. Ça ne peut pas être l'inverse. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, on a entendu tout à l'heure Michael Darmon nous parler de l'UMP, du fait que votre parti était un peu divisé sur la question. On ne connaît toujours pas la position de votre parti. Vous allez participer au vote, vous à titre personnel par exemple? Il y aura une réunion mardi matin au groupe UMP pour définir une position commune. Et moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une position conjointe de tous les députés, parce que c'est comme ça qu'on est le plus lisible. Et ma proposition, celle pour laquelle je suis déjà intervenue au groupe UMP mardi matin, je continuerai à le faire, c'est de voter contre, clairement, comme nous on l'a fait au Conseil de Paris. Donc vous serez là mardi au vote? On a eu le débat au Conseil de Paris, je serai là mardi matin au groupe UMP mais à l'Assemblée nationale, vous serez là? Pour défendre, et bien sûr, pour défendre cette position, qui est celle que j'ai prise au Conseil de Paris et que j'ai proposée à l'ensemble de mon groupe, auquel l'ensemble de mon groupe s'est rallié. Je pense que c'est la position la plus... C'est la seule position vraiment lisible. Alors, au Conseil de Paris, attention, le texte est bien passé, parce que la gauche est majoritaire, et l'ensemble de la gauche l'a voté. Donc ça ne suffit pas à contrer le texte, et en revanche, je pense que c'est notre cohérence et qu'elle est forte. Nicolas Sarkozy a pris position cette semaine contre ce texte également, mais Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président en 2011, il avait voté en faveur de la Palestine, de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO en tant qu'État. Il n'y a pas là une contradiction? Je pense que ça n'a rien à voir. Et j'aurais aimé m'en parler avec lui parce que je me souviens bien de cette époque-là. L'UNESCO, ce n'est pas un organe diplomatique, comme le ferait l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a dans tous ces territoires des richesses culturelles, qui n'appartiennent d'ailleurs ni aux uns ni aux autres, mais à tous. Il y a par exemple des richesses culturelles et culturelles chrétiennes qui sont aujourd'hui complètement abandonnées. L'entrée de la Palestine à l'UNESCO, en tant qu'État, c'était une occasion, parce que c'est comme ça que ça se fait, et c'était une occasion de les valoriser et de les protéger, parce qu'on sait bien ce qui arrive aujourd'hui à certains lieux qui sont complètement abandonnés en déshérence. Ça n'a pas le caractère d'une reconnaissance diplomatique, c'est pas la même chose, c'est pas à mettre sur le même plan. Est-ce qu'aujourd'hui, cet après-midi, des députés UMP comptent prendre la parole au débat contre cette résolution, ou à l'inverse pour? Franchement, je ne peux pas vous dire. Parce que, comme vous savez, il y a une campagne interne à l'UMP en ce moment, et moi-même là, je vous appelle de Nîmes, parce qu'il y avait un meeting hier soir à Nîmes. Je suis sûre d'une chose, c'est que pour avoir participé mardi à la réunion de groupe, et pour participer mardi encore à la prochaine, on était très nombreux, et je pense majoritaires,
dans le groupe, ce qui n'était pas évident au début. Hein. Au début, il y avait vraiment une tendance plus soft que ça. Et là, on était très nombreux à dire il faut être lisible, et il n'y a qu'une seule position lisible qui nous convienne, à nous, très grande majorité, c'est de voter non. C'est notre cohérence, et nous souhaitons que le groupe se positionne sur un vote non. Encore une fois, comme on l'a fait au Conseil de Paris, on a anticipé au Conseil de Paris en quelque sorte. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Mickaël, si vous êtes toujours avec nous, je crois que vous êtes toujours avec nous, vous avez entendu la députée de Paris s'exprimer. Est-ce que vous trouvez que l'UMP a une position claire sur cette question? Au moins Nicolas Sarkozy, qui a un peu, donc je disais, reconnu la Palestine entre guillemets en 2011 via l'UNESCO et aujourd'hui se prononce contre. Il y a une position claire de l'UMP? Non, ce n'est pas une position justement de ce point de vue-là qui est lisible, je dirais, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, puisque effectivement, à l'époque, Nicolas Sarkozy non seulement avait plaidé et avait voté pour l'intégration d'Israël, de la Palestine, pardon, à l'UNESCO en tant qu'État, mais également avait donc lors de son voyage d'État en Israël, à la Knesset, avait donc martelé qu'il fallait donc la reconnaissance, qu'il fallait également deux États, que c'était la seule solution possible. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas ensuite de cohérence de la part du groupe UMP. On est là peut-être très certainement aussi dans un moment où il est difficile aussi pour ce groupe-là de pouvoir avoir une lecture générale de ce qui se passe, parce que comme on vient de l'entendre, il y a aussi une campagne interne qui, je dirais, mobilise les énergies. On voit bien également que du point de vue donc de la Palestine, on est également dans un de ces moments symboliques de prise de position par les pays occidentaux, par l'international, pour pouvoir continuer à asseoir cette idée donc, de reconnaissance de l'État palestinien, comme on a connu à d'autres moments, en 88 par exemple, la déclaration d'indépendance symbolique par Yasser Arafat, donc de l'État de Palestine. Donc ce sont aussi des moments symboliques qui sont pour les Palestiniens autant de jalons qui leur permettent de dire le dossier reste vivace, parce qu'il y a eu aussi, il faut dire depuis quelques années, tout simplement une réorganisation dans les priorités des diplomaties occidentales, parce que ce qu'on a appelé la période des printemps arabes, parce qu'aujourd'hui l'enjeu donc de l'État islamique est globalement la perception dans les chancelleries du dossier israélo-palestinien est quand même d'un enlisement, voire d'un découragement, d'une résignation ou d'un désintérêt. Donc ce regain vis-à-vis de ce dossier correspond aussi à une volonté des Palestiniens de dire attention, on n'oublie pas l'État de Palestine et on continue à œuvrer pour sa reconnaissance. Je dirais que de ce point de vue-là, c'est de bonne guerre. On a assisté en d'autres temps également à d'autres tournées diplomatiques pour pouvoir amener justement un jour à la reconnaissance de l'État d'Israël, comme ça s'est fait. Mais Daniel Haïk a une question à vous poser. On sait que le terrain est extrêmement sensible en ce moment, on le voit bien donc depuis la France, et en général ce genre de déclaration symbolique peut aussi créer une forme d'attente sur les territoires concernés qui, puisqu'elles ne vont pas après déboucher sur des actes concrets, puisqu'il n'y a pas de négociation concrète, peuvent également générer de la frustration et des risques ensuite d'embrasement. Il faut ajouter également que pour clore tout cela, Laurent Fabius a pris la parole très clairement sur les médias cette semaine en rappelant que ce vote n'était en rien contraignant, qu'il était bien sûr du ressort du gouvernement français de prendre des décisions, d'avoir des initiatives comme justement François Hollande vient de l'annoncer hier, c'est-à-dire avec la convocation, l'intention de convoquer une grande conférence internationale justement pour régler, tenter de refaire repartir les négociations. Mais là, évidemment, il s'agit donc d'autres enjeux et on verra si cette conférence arrive à se tenir et aussi, bien entendu, à prouver son résultat. Daniel, comment ce vote est perçu en Israël ?
En tout cas, on sait ce que le Premier ministre Benyamin Netanyahou en a dit. Il a affirmé que ce serait une grave erreur de voter en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, mais surtout, il y a cet aspect de l'unilatéralisme, cette démarche, la démarche des députés européens, des députés français cautionne d'une certaine manière une démarche unilatérale de la part des Palestiniens. Ce serait une démarche unilatérale puisqu'il n'y a pas d'accord, on ne négocie pas un accord, et donc quelque part l'unilatéralisme, on a déjà vu en Israël les dégâts que cela a causé, ça a souvent plus posé de problèmes qu'apporté de solutions. Référence au retrait du Liban, à Gaza, au retrait de Gaza, au retrait de Gaza, au retrait du Liban, qui ont été des retraits unilatéraux et qui ont provoqué par la suite des conflits à Gaza et avec la seconde guerre du Liban. Donc du côté israélien, on est extrêmement sceptique concernant cette reconnaissance. Et peut-être que le seul intérêt sera de vérifier combien il y a de députés qui s'opposent à ce point. Il y a un élément que j'aurais voulu, je ne sais pas si on peut poser la question à Michael, mais en tout cas, c'est de savoir qu'il y a une manifestation qui est organisée aujourd'hui par les organisations juives de la communauté juive devant l'Assemblée nationale. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le vote de la reconnaissance par l'Assemblée nationale d'un État palestinien risque de provoquer en réaction un embrasement dans les rues de Paris? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations pro-palestiniennes de la teneur de celles auxquelles on a assisté en juillet dernier? Michael, est-ce que vous avez entendu la question de Daniel? Oui, j'ai entendu, mais c'est justement ce que on évoquait au début, c'est-à-dire que l'ambiance, il faut bien comprendre, elle est vis-à-vis de ce débat, elle est jusqu'à présent strictement parlementaire. Ça n'est pas du tout un sujet qui aujourd'hui agite l'opinion française, comme on l'a vu cet été. Il n'y a pas de manifestation prévue de la part des différentes organisations qui ont soutenu les Palestiniens ou les habitants de Gaza, comme on l'a vu cet été. Donc on n'est pas du tout sur un sujet qui focalise l'opinion, ce qui d'ailleurs rétroéclaire d'ailleurs de manière intéressante peut-être les motivations, les intentions de ceux qui manifestaient cet été. On aurait pu finalement s'attendre, puisqu'il y a donc une prise de position donc de l'Assemblée nationale. C'est assez rare quand même de pouvoir à ce niveau-là, quel que soit le contenu du débat, de pouvoir dire on va en parler, de mettre ça à l'ordre du jour, même si c'est symbolique de l'Assemblée nationale, mais ça ne génère pas de débat au-delà de l'enceinte parlementaire, Assemblée nationale, puis Sénat. Donc on comprend aussi la portée et restreinte et symbolique de ce vote. Maurice, concrètement, ça va changer quoi sur le terrain si la Suède, l'Espagne, l'Angleterre peut-être, lorsque le gouvernement adoptera la résolution que le Parlement a adoptée, ça va changer quoi que tous ces pays européens reconnaissent la Palestine? Ça risque de changer un climat au sein du Conseil de sécurité. De ce que j'ai compris, les Palestiniens comptent dès la semaine prochaine présenter leur projet au Conseil de sécurité. Ils auront poussé leur demande à cause des négociations sur le nucléaire iranien. Ça change un climat, tout est symbolique dans cette affaire et tout est une question d'atmosphère et de climat. Ça peut changer le climat, ça peut permettre peut-être aux Palestiniens d'enregistrer un nouveau succès aux Nations Unies, ça dépend, mais le veto américain risque là de couper net les efforts palestiniens. Merci beaucoup Maurice et Daniel pour cette explication. Merci beaucoup Michael Darmon d'avoir été avec nous en duplex de Paris, éditorialiste politique sur iTélé. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, un flash d'information de 10 minutes présenté par Nathalie Nagar et on se retrouve pour parler du procès des chauffards de l'Isétonie qui s'est ouvert hier à Paris. Restez avec nous. Deuxième partie du Morning. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Et j'accueille sur ce plateau Michel Ketchka. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Vous aussi. Daniel Haïk est encore avec nous. Merci d'être resté après ce flash d'information. Michel, avec vous comme chaque semaine, on regarde l'actualité en dessin. Ben oui, et avec les semaines bien remplies. Vous avez fait, évidemment. Premier dessin, Netanyahou et la loi, évidemment, sur le caractère juif de l'État d'Israël. Et vous avez un regard assez critique sur cette loi. Oui, ben, effectivement, je suis contre. Il faut que j'annonce la couleur dès le départ. Je pense que c'est une loi inutile.
Je pense que tout est écrit dans la charte. On va voir le dessin à l'écran et on va voir ce que vous avez marqué. Voilà, on voit Netanyahou, visiblement en élève puni au tableau, qui a écrit l'État d'Israël et l'État juif plusieurs fois. Il est plutôt prof, là. Il a une classe derrière lui qu'on ne voit pas. Et il a rempli le tableau avec l'État d'Israël et l'État juif. Et puis il dit, pourquoi j'ai pas écrit démocratique? Eh bien, il n'y a plus de place. Voilà. Bon, et je pense que effectivement, la loi entre État juif et État démocratique. Voilà, derrière, rassembler les deux. Je pense que derrière sa volonté de faire voter cette loi maintenant, alors que Israël, État juif, c'est le premier paragraphe de la charte de l'indépendance, et que tous les citoyens sont égaux sans distinction de race, sexe et de foi, et qu'en plus Israël doit tendre à la paix avec tous les voisins. Tout ça est écrit dans la charte de l'indépendance, qui n'est pas une constitution. Elle ne l'est pas encore, peut-être qu'elle ne le sera jamais. Je pense que faire voter ça, c'est encore une manière de temporiser sur les vrais sujets d'Israël, sur le vrai sujet qui préoccupe la société et l'État. Et c'est exactement... En fait, c'est l'Iran nucléaire nouveau de Bibi. Pendant des années, il nous a assommés avec son Iran nucléaire, et c'est ça qui a pris le dessus sur tous les autres dossiers. Et maintenant, voilà, on a ce dossier-là. Michel, là vous dites, pourquoi j'ai pas écrit démocratique? Eh bien, il n'y a plus de place. Vous sous-entendez quelque chose, là. Absolument, voilà. J'espérais que quelqu'un comme vous lirait cette phrase. Mais je crois que Daniel a remarqué aussi, et j'ai hâte de lui donner la parole pour tout dire. J'ai bien quelque chose à dire. Vas-y, Daniel, alors. Non, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre un État juif et un État démocratique. C'est-à-dire, on peut être un État juif et démocratique. La Torah n'est pas antidémocratique. Je citerai un penseur connu qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, que j'ai entendu une fois déclarer ici dans une conférence, que en fait, le socle de la démocratie, il l'a trouvé dans le Talmud, dans la capacité des rabbins à discuter, à exprimer chacun leur opinion. Donc, il n'y a pas de contradiction entre judaïsme et démocratie. Je pense que effectivement, je pense, voilà, ça on le sait aussi, mais je pense aussi que cela reflète, même si je crois que la démarche de Benyamin Netanyahou était une démarche imprudente et pas au bon moment, en tout cas dans le cas précis. Parce que ne serait-ce que pour un point, parce que on peut pas en même temps réclamer de Mahmoud Abbas qu'il reconnaisse le caractère juif de l'État d'Israël et se rendre compte qu'à l'intérieur même de sa propre coalition, on n'est pas d'accord sur ce principe-là. Ça a affaibli l'argumentaire de Benyamin Netanyahou face aux Palestiniens, alors que c'était une revendication tout à fait légitime envers les Palestiniens. Alors tout ça c'est un point, mais tout ça c'est un point. Mais on peut absolument, il peut y avoir un État juif et démocratique. Et aujourd'hui, cette volonté, c'est peut-être le reflet d'un changement qui est intervenu dans la société israélienne par rapport à la déclaration de l'indépendance. L'État d'Israël d'aujourd'hui est un État qui est, qu'on le veuille ou non, plus juif entre guillemets et pas moins démocratique, plus juif et peut-être moins israélien, laïque, etc. qu'on ne l'a connu dans les premières années. Là-dessus, j'ai quand même deux choses à te répondre. Je vais te tutoyer à l'antenne. On se connaît depuis quand même quelques mois ici sur le plateau. La première, c'est que j'ai jamais dit que la Torah n'était pas antidémocratique. De toute façon, on n'est pas un État religieux en principe. Donc c'est pas une question de Torah qu'on est en train de débattre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, quand on sait qu'un des paragraphes de cela, c'est que l'arabe cesse d'être la deuxième langue officielle d'Israël, ça montre une volonté antidémocratique très inquiétante. On va rester là sur ce sujet parce qu'il y a d'autres dessins de l'actualité que vous avez dessinés, Michel. L'autre dessin, c'est une référence à la décision du président israélien de désinviter un chanteur qui avait écrit une chanson jugée raciste envers les Arabes. On le voit, vous le traduisez, c'est en hébreu. Alors voilà, il dit les étudiants arabes sont des salauds ingrats. Les gauchistes juifs sont des salauds ingrats. Merveilleux, je viens de faire une rime. Bon, vous savez, c'est très comme il y a des Amir Benayoun, le chanteur. Amir Benayoun. Dans la même mesure où il y a des informations franco-françaises qui n'intéressent que les Français, il y a des informations israélo-israéliennes qui n'intéressent que les Israéliens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chanteur a mis sur YouTube une chanson où il généralise un peu par rapport à un cas particulier d'un terroriste arabe. Et il est sous-entendu dans sa chanson que tous les Arabes seraient des terroristes. Mais la chose qui moi m'a inquiété, c'est qu'il a effectivement été interviewé à Galei Tzahal, qui est une des chaînes de radio les plus écoutées, et qu'il a dit au président de l'Institut de la démocratie israélienne, Kremenitzer, et à la journaliste qu'il interviewait, qu'ils sont pires que les Palestiniens eux-mêmes, ce sont des assassins. Donc, c'est un mec, les idées qu'il a, ce sont des idées claires et elles sont en place, il est très très à droite. Et le président a fait de le désinviter. Sa chanson, je défends son droit de l'écrire et de la mettre sur YouTube parce que je suis un vrai démocrate, même si ces idées me déplaisent beaucoup. Mais le président a dit qu'en cette période, c'est exactement de ce qu'on est en train de parler par rapport à la loi, inviter ce chanteur
à la résidence du président dans 2 jours, à une cérémonie de chanter, c'est comme donner son aval à cette chanson et il a préféré ne pas le faire. Moi, je voulais faire une remarque. Président de la liberté d'expression. Voilà, alors justement, quand on parle de liberté d'expression, il faut se rappeler. La liberté d'expression n'est pas à sens unique. Elle n'est pas tolérable lorsqu'il s'agit d'artistes, par exemple de la gauche israélienne, qui se sont exprimés de manière extrêmement choquante pendant le conflit à Gaza, en prenant quasiment fait et cause pour le Palestinien du Hamas et en critiquant l'État d'Israël. Alors Zohabi, c'est peut-être un autre problème, mais j'essaye de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des artistes. Et lorsque un artiste qui est de droite, alors qui s'exprime de cette manière, on dit ah non, là la liberté d'expression c'est du racisme. Il n'y a plus de liberté d'expression, c'est du racisme. Je crois qu'il faut essayer d'être cohérent avec soi et que s'il y a liberté d'expression, eh bien même les expressions les plus radicales, les plus dures doivent être permises. Sinon, si on doit arrêter, alors on doit essayer de fixer certains critères. Mais il ne peut pas y avoir 2 poids et 2 mesures à ce niveau-là. D'accord, Daniel. Seulement, les artistes israéliens qui se sont prononcés pendant la guerre cet été ont exprimé leur compassion par rapport aux victimes innocentes de Gaza. Mais ils n'ont pas soutenu le Hamas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le président n'a pas ni boycotté ni censuré la chanson. Il a dit que le moment n'était pas opportun. Alors on peut dire que Amir Benayoun a réagi émotionnellement à une situation de conflit et de tension qui existait. Daniel Michel, je vais être obligé de vous couper parce qu'il faut absolument qu'on continue et qu'on a aussi le procès Les Zitouni à aborder. Avant cela, on fait référence à Ferguson, les émeutes raciales de Ferguson. Voilà, alors en voyant, évidemment, pendant une semaine, il y a tout qui a brûlé là-bas et je peux comprendre d'une certaine manière parce que c'est vrai qu'en plus un jeune de 12 ans a été tué dans une autre ville, dans d'autres manifestations. Donc ça commence à être inquiétant. Un jeune qui avait un pistolet en plastique, qui s'est fait flinguer mais sans semonce par la police. Bon, ça c'est une chose. Et ça n'a, j'ai entendu Obama dans un de ses discours dire que finalement, les problèmes raciaux américains qui remontent à la période de l'esclavage et d'après la guerre de sécession et d'après les années 60 après Kennedy, finalement, c'est encore une plaie ouverte aux États-Unis. Et c'est ça qui m'a tout simplement fait flasher sur la couverture du livre La case de l'oncle Tom et j'ai décidé de mettre Obama. J'ai été chercher une vieille couverture sur Internet et j'ai fait le rapport entre à l'époque et maintenant. Ce qui m'a choqué, c'est qu'au même moment où il y avait ces émeutes à Ferguson, eh bien, l'administration Obama s'est permis de dire de donner un conseil à l'État d'Israël, qu'il fallait que l'État d'Israël conserve son caractère démocratique. Et je crois que c'est quelque part ce qu'on appelle ici de la chutzpah. Le culot. Michel, votre dernier dessin qui nous permettra de faire la transition, c'est évidemment sur l'affaire Zitouni. On va le voir à l'écran. On voit les 2 chauffards suspectés d'avoir tué les Zitouni à bord d'un 4x4, le 4x4 qui a renversé les Zitouni. L'un dit « J'ai cru entendre comme un bruit sourd et toi, c'est rien, juste une nana qui traversait sur le passage clouté. » Oui, alors c'est vrai. Écoutez, d'abord, ils sont pas présumés... Ils ont reconnu. D'abord, ils ont reconnu. On rappelle, ils ont renversé les Zitouni en septembre 2011 à Tel Aviv. Délit de fuite, et ils ont quitté le pays le matin même. Ils ont fui en France dans les heures qui suivent. Voilà, donc je pense que toute l'opinion israélienne avait été très choquée. Et je me souviens très bien que l'ambassadeur Christophe Bigot, à l'époque, avait tout fait pour qu'ils soient jugés en France pour ce qu'ils avaient fait en Israël. Donc c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les médias israéliens, mais finalement je vois ça sur tous les journaux français d'hier, Le Figaro, Le Monde, etc., l'ouverture du procès, qui finalement commence déjà par une bagarre dans les toilettes où un des avocats s'est fait tabasser. Donc c'est une affaire qui suscite encore énormément d'émotions, et j'espère que la justice fera son travail comme il doit. Alors je propose justement de regarder un sujet sur le procès des chauffards de Lise Zitouni qui a commencé hier à Paris. Les 2 accusés apparaissent dans la salle d'audience côte à côte, mais ne se regardent pas. Éric Robic monte à la barre, son discours est rempli de remords. Il s'adresse à la famille. « Je ne peux pas m'excuser, je n'ai aucun mot qui pourra apaiser votre douleur. Je voudrais revenir en arrière », a-t-il dit. Le passager Claude Cayat dit lui regretter leur acte, mais il avoue avoir été incapable de faire autrement, car les prévenus ont reconnu les faits. Il vient comme une espèce de victime expiatoire, il vient attendre que la justice se passe et demander pardon. Je crois qu'il arrive un peu comme un lâche, et il va payer sa lâcheté aujourd'hui, il attend. Et il attendra que la justice passe et il fera pas appel quoi qu'il arrive.
L'accident a eu lieu à 6h45. Quelques heures plus tard, il prenait un vol pour la France. Le chauffeur, qui avait auparavant justifié sa fuite par la crainte d'être jugé en Israël, adopte une toute autre stratégie. Les deux prévenus expliquent qu'ils n'ont jamais voulu se soustraire à la justice, mais qu'ils voulaient être jugés en France. La seule chose, c'est qu'il soit sanctionné pour ce qui a été fait, c'est-à-dire un homicide involontaire, accident involontaire de la circulation avec un délit de fuite, ce qui relève effectivement d'une lâcheté énorme qu'il reconnaît totalement et il répondra de ses responsabilités. Accident involontaire de la circulation peut-être, mais le chauffeur a tout de même reconnu être en état d'ébriété ce jour-là. Il dit avoir bu 2 vodkas et 3 ou 4 whisky. Pour l'avocat de la partie civile, cette affaire est tout sauf ordinaire. Je pense pouvoir établir que cette affaire est tout sauf banale. Nous avons affaire, en la personne d'Éric Robic, à un criminel d'habitude et en l'espèce à un criminel de la route. Éric Robic encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Son passager Claude Kayat risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et pourrait payer jusqu'à 75 000 €, des peines plus légères que ce qu'ils auraient pu encourir en Israël. Daniel, on l'a dit, hein, à l'époque, l'affaire avait beaucoup choqué en Israël, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus en France qu'en Israël qu'on en parle, comme une sorte de rattrapage. Peut-être qu'on en parle plus en France, mais cette affaire est restée très marquante dans la société d'Israël. Tout le monde sait, je crois que la famille a mené une campagne admirable, digne et admirable pour essayer de faire valoir ses droits à ce niveau-là. C'est un véritable drame humain, drame de cette famille, mais je crois on sait que apparemment, donc les 2 assassins étaient en état d'ébriété lorsqu'ils ont percuté Lise et Touni, mais ils étaient suffisamment conscients et suffisamment, on va dire, clairvoyants après pour s'enfuir. Et ils ne sont pas enfuis par hasard, parce que la législation en Israël est extrêmement sévère en faveur contre ceux qui commettent ce genre de crimes. On peut parler de crimes. Ils savaient qu'ils encouraient une peine au moins 2 ou 3 fois plus sévère en Israël qu'en France. Donc ils ont trouvé les moyens de s'enfuir. Et quelque part, je crois qu'il faut qu'une fois pour toutes, qu'on clarifie les relations entre Israël et la France, qu'il ne faut pas qu'il y ait que la France ou Israël servent à tour de rôle d'État refuge pour des délinquants. Cela arrive parfois du côté de délinquants français qui viennent trouver refuge après avoir commis des méfaits en France, de refuge en Israël. Là, dans le cas précis, c'est le sens contraire, mais je crois qu'il n'y a pas d'accord d'extradition, mais je crois que quelque part il faudrait peut-être qu'on instaure une forme d'extradition entre les deux pays, peut-être parce que justement il y a ce genre de refuge que l'on trouve de la part de certaines personnes. Michel, est-ce que cette affaire avait créé en Israël à l'époque des faits un certain racisme anti-français, comme avait pu le craindre par exemple l'ambassadeur Christophe Bigot que vous avez cité tout à l'heure? Je ne me souviens pas d'une telle chose. Absolument pas. Je ne pense pas. Non, pas du tout. Il faut avouer que Christophe Bigot a joué un rôle déterminant. Il a tout de suite fait cause pour la famille. Il a soutenu la famille, en tout cas, sans prendre position. Ce qui a pu éviter justement le racisme anti-français quand les Israéliens ont vu l'ambassadeur de France lui-même monter au créneau. Oui, je pense que ça dépasse le racisme anti-français. C'est-à-dire les Israéliens ont été très bien informés sur cette affaire. Ils ont tout de suite compris. Et même par la suite, on a suivi les méfaits de Kolod sur la route, ou il a été arrêté en possession d'un revolver et tout ça. Donc on a bien compris qu'il s'agissait de voyous, mais je pense que quelque part la société israélienne a bien... de quoi arrêté plusieurs fois par la suite en France pour excès de vitesse, pour abus d'alcool, etc. Puisque vous posez la question, Julien, moi je pense que j'aimerais pouvoir quand même dire, je pense que l'ambassadeur Bigot, à l'époque où il était ici en fonction, a justement et souvent monté au créneau. Je pense qu'il a énormément aider l'image justement que les Israéliens avaient de la France, parce que d'abord il a pris position de façon très ferme, claire et courageuse dans l'affaire Gilad Shalit, au sein de sa famille, parce qu'il avait aussi une citoyenneté française, donc il avait raison de prendre la parole au nom de la France. Et puis dans cette affaire aussi, et je ne pense pas qu'en Israël il y ait un sentiment anti-français. En tout cas, s'il y en avait un dans le passé, je pense qu'il a été fortement atténué. Est-ce que la condamnation de ces 2 chauffards va réussir à réparer les dommages causés dans l'opinion, c'est-à-dire le traumatisme dans l'opinion? Oui, parce que je pense que ce que l'opinion veut, ce n'est pas leur tête. Ils veulent que justice soit faite.
et que quand on est auteur d'un homicide involontaire sur la route, il faut payer. Mais encore une fois, la peine est bien moins élevée en France qu'en Israël. Mais quand on fait un délit de fuite, d'accord, et qu'on quitte non seulement, qu'on ne s'arrête pas pour venir en aide, mais qu'on quitte le pays, alors on devient déjà pas criminel, mais assassin, presque assassin. Donc je pense que, et vous savez, quand ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne voulaient pas revenir en Israël parce qu'ils craignaient pour leur vie, c'est d'un cynisme incroyable. Surtout après avoir laissé quelqu'un mort sur la route, il n'y avait aucun danger pour leur vie en Israël. Mais je voulais quand même dire par rapport à ce que tu disais que la loi est plus ferme en Israël, elle est plus ferme sur le papier. Hein. Dans la réalité, elle ne l'est pas toujours. Messieurs, merci beaucoup Daniel Hayek, merci beaucoup Michel Gichka pour vos dessins. À suivre, un flash d'actualité de Nathalie Nagar, suivi d'un débat sur un festival de la Nakba à la Cinémathèque de Tel Aviv. Restez avec nous. Troisième partie du Morning. Bonjour si vous nous rejoignez. Avec moi sur ce plateau, Maurice Ferguin. Rebonjour. Bonjour Julien. Merci de nous avoir rejoints. Et Betsabé. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous pour votre chronique sur les 5 clics. J'espère avec des sujets cette semaine qui ne vont pas créer de désastre. On commence avec le Mexique. Alors un pays victime d'une véritable descente aux enfers, comme nous explique Politis en France, alors que les cadavres de 11 personnes auraient été retrouvés dans Guerrero. Je vous rappelle que déjà 43 étudiants avaient été retrouvés dans ce même état. C'était en septembre dernier. Alors le président mexicain tente de mettre de l'ordre dans tout ça et surtout de mettre fin à cette inertie politique dont il est accusé en réformant la police. L'Express appelle ça un remue-ménage. En gros, Enrique Peña Nieto a proposé de dissoudre ces polices locales, municipales, qui sont réputées être corrompues et infiltrées par le crime organisé. Mais comme le relève le Guardian, en Grande-Bretagne, le discours du président et son plan en 10 points n'ont pas convaincu tout le monde. Il suffit de jeter un œil aux réseaux sociaux où le hashtag Emergencias Mexicanas 911 souligne cette blague donc, de ce numéro d'urgence qui était proposé par le président. Une personne appelle ce numéro d'urgence et dit mon enfant a été tué. Alors on lui dit la police va arriver et là la personne répond non mais c'est la police qui a tiré. Ouais, ça en dit long évidemment sur la perception de la police par la population au Mexique. On reste à l'échelle internationale, on prend la direction cette fois de la haie. Oui, tout à fait. Si je vous dis crime contre l'humanité, Julien, la réponse c'est Scheveningen. C'est donc aux Pays-Bas et c'est là où se dresse le complexe pénitentiaire hautement sécurisé qui, pour la première fois, a ouvert sa porte aux journalistes. Alors, Courrier International nous rappelle qu'ils sont détenus 23 hommes, criminels de guerre, notamment Radovan Karadzic, l'ancien commandant des Serbes de Bosnie, donc, et ils attendent là d'être jugés par le tribunal international de La Haye. Alors, ce haut lieu de détention, comment est-il ? Il est propre, il n'y a pas de graffiti, il y a même des appareils de cardio, même si, quand même, le journaliste relève ces minuscules fenêtres placées si haut que 3 hommes devraient se faire la courte échelle pour apercevoir quelque chose derrière les barreaux, une scène qu'on aurait du mal à imaginer vu que l'âge moyen des pensionnaires est de 62,9 ans. C'est assez impressionnant évidemment à imaginer. On reparle du virus Ebola, ça fait longtemps qu'on en parle évidemment, mais apparemment il y a du nouveau et des bonnes nouvelles. Alors, des avancées régulièrement, ici et là. Alors là, il s'agit d'un premier essai à mener chez l'homme d'un vaccin contre le virus et qui n'a pas déclenché aucun effet indésirable grave et qui, au contraire, permettrait aux patients de développer leur système immunitaire. Alors, le Figaro explique, cela dit, qu'il faut rester prudent, qu'il faut attendre des essais à plus grande échelle. Des effets d'annonce. Et bien sûr, il faut attendre des effets, des tests à plus grande échelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont touchés. Et en attendant, le Monde, toujours en France, tente de nous montrer Ebola sous un angle plus humain, au-delà des symptômes de cette psychose et des recherches, la vie des gens, le vécu par des photographies. On va voir la photo, vous allez voir la photo d'un homme qui est à terre et en fait c'est l'histoire de cet homme. C'est un homme qui était malade, voilà, et les médecins lui ont demandé de changer de pièce parce qu'il se trouvait à côté de corps gisants. En fait, il s'est cogné, il était tellement fébrile qu'il est tombé par terre. Il a cogné le béton et on voit sa femme qui ne peut même pas le
toucher, de peur d'être contaminé. Et voilà, c'est une des scènes de vraie vie, dans le cadre de virus Ebola que nous montre le monde aujourd'hui. Donc malgré des effets, des annonces peut-être de bonnes nouvelles, la réalité sur le terrain qui reste très dure en attendant pour les Africains, pour une partie de l'Afrique. On rappelle encore une fois que seuls certains pays d'Afrique sont concernés. On part en Europe, on retourne en Europe pour être précis, pour la Hongrie. Une vidéo assez polémique. Une vidéo qui crée la polémique. Pas mal de médias se sont jetés dessus ces dernières 24 heures. C'est le dernier clip de prévention contre le viol publié par la police hongroise. Ce n'est pas drôle, quoique, effectivement, Maurice, et vous allez comprendre pourquoi. On va voir dans la vidéo, alors CNN s'y intéresse, il y a le Nouvel Obs qui explique que la solution réside dans la culpabilisation des victimes. Pour la police hongroise, voilà, tuer quelque chose. Et ce tuer quelque chose, il est vraiment dans le clip de la police. On va le voir, ce clip, tout de suite. Il s'agit de 3-4 copines, elles sont 3, et elles se préparent pour aller en boîte. Alors, c'est à peine mis en scène, elles mettent une mini-jupe, des talons. Elles se font belles. En gros, elles se font jolies. Voilà, alors elles vont en boîte, elles dansent, et là, elles boivent de l'alcool, pas mal d'alcool, ça arrive. C'est pour l'instant une soirée normale, plutôt comme on en connaît à Tel Aviv, à voilà, Paris, elles sont coquettes, elles boivent, elles s'amusent, et mon Dieu, elles vont même rencontrer des hommes, ça arrive aussi. Sauf que la soirée se termine mal pour l'une d'entre elles qui va se faire agresser sexuellement. Alors, j'ai monté cette vidéo qui est beaucoup plus longue, elle fait plus de 3 minutes, et voilà ce qui arrive à la fin de la vidéo. Et avec ce message de la police hongroise très explicite, donc tu y es pour quelque chose, tu peux faire quelque chose pour éviter cela. En gros, mettez une mini-jupe et vous risquez d'être violé. Voilà. Bien, comme quoi dans certains pays, la conception sur laquelle la femme est responsable du viol existe encore. Assez hallucinant de voir ça en cette fin d'année de 2014. Mais bon, c'est aussi la réalité d'Europe de l'Est. On finit avec un mot de neurosexisme. Oui, le neurosexisme, en fait, c'est... J'ai vérifié si j'avais bien lu le mot parce que je ne le connaissais pas. Et pourtant, certainement, vous êtes influencé par ce mot, le neurosexisme. Ce sont ces rumeurs, j'ai envie de dire, selon lesquelles le cerveau des hommes et des femmes est formaté en fonction de leur sexe, justement. Alors, les hommes, non, ne sont pas meilleurs en maths que les filles, et les filles ne sont pas plus bavardes. C'est la Repubblica. Si vous connaissiez mon niveau de maths au lycée. C'est la Repubblica, journal, journal italien, donc presque macho, j'ai envie de dire. Donc, une fois n'est pas coutume, il s'insurge contre ce neurosexisme et dément donc ces rumeurs sur la différence des cerveaux des femmes et des hommes. Et il affirme c'est la science même qui parle. Alors, il fait référence à plusieurs études, notamment une psychologue aussi de Melbourne en Australie. Non, alors les différences varient en fait en fonction de votre milieu, de votre zone géographique et de votre histoire. Mais par exemple, le cerveau des taxis londoniens, se serait adapté après avoir mémorisé toutes les rues de la capitale britannique, comme quoi, voilà, votre cerveau s'adapte en fonction de vos loisirs et de votre travail. J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais je vais garder ce commentaire pour moi sur ce neurosexisme à prendre. On va revenir en Israël, Maurice, avec vous pour un festival qui crée la polémique en Israël. On va voir d'abord un sujet. Je vous donnerai la parole ensuite. C'est un festival qui a lieu à Tel Aviv, à la Cinémathèque. Un lieu qui reçoit des centaines de milliers d'euros de fonds publics chaque année et qui organise un festival de la Nakba. La Nakba, c'est quoi? Ça va être un terme arabe qui définit Israël, la création d'Israël comme la catastrophe en arabe. Donc, qui définit Israël comme une catastrophe, mais aussi l'exil des réfugiés palestiniens. Et donc, pour la première fois, pour la deuxième fois plutôt, la Cinémathèque de Tel Aviv diffuse des films qui présentent la perception arabe de la création d'Israël. Ça crée la polémique en Israël, regardez. La Cinémathèque de Tel Aviv sous le coup du scandale, alors que s'ouvre le festival du film 48 mm, également connu sous le nom de Festival de la Nakba. La commission parlementaire des finances cherche à retirer les subventions accordées à la Cinémathèque. C'est un scandale que ce festival ait lieu. Je pense que lorsque le ministre des Finances aura étudié la question, nous mettrons fin au financement de la Cinémathèque, conformément aux procédures en vigueur en Israël. Au cours de sa deuxième édition, le festival présentera des films sur les thèmes de la Nakba palestinienne et du retour des réfugiés. La Nakba, catastrophe en arabe, se réfère à la victoire israélienne à la guerre d'indépendance de 1948 et ses conséquences sur les populations arabes. Nous sommes en ce moment témoins d'une atmosphère extrême au sein de la société israélienne et entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous choisissons de ne pas aborder ces problèmes. Cinéastes palestiniens et israéliens ont produit ensemble des courts et longs métrages et la date n'est pas choisie par hasard.
Car le 29 novembre, Israël marquera le 67e anniversaire de la résolution de l'ONU proposant un plan de partage de la Palestine mandataire. Pour les créateurs du festival, c'est là une étape décisive du conflit israélo-arabe et du déplacement de centaines de milliers de Palestiniens. Mais pour d'autres, il s'agit surtout d'un engagement politique contre l'essence même de l'État hébreu. Si quelqu'un avait organisé un festival de négation de la Shoah, personne ne l'aurait soutenu. Il y a des lois et ces lois disent qu'un événement décrivant le jour de l'indépendance d'Israël comme un jour tragique et qui utilise l'argent des contribuables à ses fins est illégal. En Israël, les lois budgétaires autorisent à retirer le financement d'institutions publiques considérant le jour de l'indépendance de l'État comme un jour de deuil, une affaire qui survient à un moment peu propice. Mais le directeur de la Cinémathèque, qui a bénéficié de près de 400 000 € de subventions cette année, ne semble pas inquiet. Nous n'allons pas annuler le festival car on menace de couper notre budget. Au contraire, nous devrions peut-être organiser ce festival 2 fois par an pour faire plus de bruit. Selon les organisateurs, ce festival explore des solutions humaines et politiques à l'injustice et à la souffrance. Pour eux, comprendre l'autre, c'est offrir de meilleures perspectives d'avenir pour chacun sur une terre en pleine tourmente. Maurice, on l'a entendu, hein, la date n'est pas choisie au hasard. Nous sommes à un anniversaire, à la veille d'un anniversaire symbolique. Oui, exactement. Donc, je vais remettre en contexte. Demain, nous serons le 29 novembre. Or, il faut savoir que le 29 novembre 1947, les Nations Unies ont adopté ce qu'on appelle le plan de partage de la Palestine. La Palestine, qui était sous contrôle mandataire britannique, a été divisée en deux, un État pour les Juifs et un État pour les Arabes. Alors, ce qui est intéressant... On ne disait pas palestinien. On disait l'État arabe. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces Arabes étaient majoritaires à l'époque dans les territoires du mandat. Par contre, le plan leur prévoyait des territoires un peu moins importants, 45% face à 55% pour les Juifs. Il faut dire que les Juifs avaient hérité, eux, du Negev. Voilà, donc, du désert. Donc voilà le contexte. En 48, donc plan de partage, un plan de partage qui a conduit, en 47, plan de partage, excusez-moi, un partage qui a conduit à la création de l'État d'Israël en 48. Plan de partage refusé par les pays arabes. Refusé par les pays arabes et à la défaite donc, des Arabes. Et dans le narratif palestinien aujourd'hui, pas arabe, donc palestinien, on appelle ça la Nakba, c'est-à-dire des dizaines de milliers de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Égypte, et surtout la destruction de nombreux villages palestiniens qui ont été carrément rayés de la carte selon les Palestiniens. Alors c'est ce jour-là, choisi par la Cinémathèque, pour organiser ce festival de la Nakba. Est-ce que ça vous choque qu'une institution qui fonctionne selon des fonds publics, avec 400 000 €, je crois qu'on dit dans le reportage, puisse faire un festival qui va à l'encontre de l'État d'Israël? Alors tout le débat est là. Est-ce qu'une organisation publique, une institution publique qui touche des fonds de l'État peut organiser un festival qui finalement nie l'existence de cet État, puisque la Nakba, c'est le deuil, c'est la catastrophe, c'est le narratif parallèle de la Shoah pour les Juifs, et donc la ministre... Pour les Palestiniens. Donc la ministre de la Culture est intervenue auprès du ministère des Finances pour vérifier s'il était possible de supprimer les subventions ou une partie de ces subventions. Mais quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des films israéliens critiques de l'État d'Israël, critiques de la guerre, qui sortent tous les ans, notamment en France, en Europe, qui sont très populaires. Je pense à Beaufort, je pense à beaucoup d'autres films, qui sont financés avec des fonds publics, et personne ne critique. Sauf que là, il y a l'article 3 de la loi de 1985, si vous voulez tout savoir, qui prévoit que les critères d'attribution de subventions pour des institutions doivent tenir compte du fait qu'on ne remet pas en cause l'idée d'indépendance d'Israël et qu'on ne considère pas la création de l'État d'Israël comme un jour de deuil, au contraire un jour de festivité. Donc la ministre de la Culture, Limor Livnat, s'appuie sur cet article 3 pour demander la suppression des subventions. Alors maintenant, là, tout le débat est posé sur de quelles subventions parle-t-on? Alors, parce que si on écoute le directeur de la Cinémathèque, il prétend que finalement, il reçoit 250 000 shekels, à peu près 50 000 € du ministère de la Culture, c'est-à-dire une somme dérisoire. Il faut dire que son budget, c'est très difficile à savoir quel est le budget de la Cinémathèque de Tel Aviv. En gros, il est estimé à 20 millions de shekels, c'est-à-dire 4 millions d'euros. Il faut dire que sur ces 4 millions d'euros, de ce que j'ai pu vérifier, un tiers provient de sources publiques. C'est-à-dire la plus grosse partie vient de la municipalité de Tel Aviv, qui n'a pas dit un mot sur ce festival, et une petite partie, 1,8 million shekels, c'est-à-dire presque 400 000 €, provient effectivement du ministère de la Culture. Et Limor Livnat
elle veut supprimer ces subventions. Betsabe, vous seriez allé à ce festival? Moi, ce que j'ai vous pas pouvez compris, y aller d'ailleurs, c'est c'est maintenant. est-ce qu'au-delà du terme de Nakba et au-delà de ce film dont on voit des extraits, est-ce que c'est le sens de ce festival de dire qu'effectivement il y a eu un désastre pour le peuple arabe en 1947? Il faut savoir que le festival n'est pas organisé par la Cinémathèque. La Cinémathèque accueille le festival qui est organisé par une ONG, une association qui s'appelle Zorot. Cette association finance les droits de projection des films, finance la publicité, la promotion, publie les programmes. Donc, a priori, la Cinémathèque ne sort pas un shekel pour l'organisation du festival. Sauf que la ministre prétend que finalement l'association Zorot utilise les commodités de la Cinémathèque, c'est-à-dire le prix de la salle, l'électricité, les projections, le nom de la Cinémathèque, les caissières, ça pose un problème parce qu'il faut commander les places à l'avance, enregistrer, il y a tout un système qui fonctionne derrière tout ça. Donc pour la ministre, même si la Cinémathèque n'a pas organisé le festival, les commodités coûtent de l'argent et donc sont financées par l'État. Alors Zorot s'est fixé un objectif très précis, c'est rendre populaire auprès du public israélien la notion de Nakba et surtout la question du retour des réfugiés palestiniens. Afin de faire comprendre le narratif palestinien. Pour faire comprendre le narratif palestinien. De même que pendant la guerre, on voyait des familles donc il y a là un petit jeu, qui se parlaient. Il y a là un petit jeu entre le directeur de la Cinémathèque qui dit « moi je n'ai rien à faire là-dedans, c'est l'association Zorot qui organise et la ministre qui dit « non, c'est sur fond public ». Alors pour conclure en 2 mots, il y a un petit jeu, la ministre il gagne politiquement parce qu'elle montre qu'elle a quelque chose à dire, parce que la première fois que le festival a eu lieu l'année dernière n'a pas provoqué de polémique et finalement l'association Zorot... Il y a des élections qui se rapprochent. Voilà. Et là, non, l'association Zorot, finalement, a une campagne de promotion qui va lui coûter 250 000 shekels, ce qui est dérisoire. Merci beaucoup, Maurice, pour ces explications sur ce festival. Betsabe, vous restez avec nous tout de suite après ce flash d'informations présenté par Nathalie Negar. Et on se retrouvera aussi pour parler culture avec Marie Chek et une invitée, Noémie Givon. Reste avec nous. Quatrième et dernière partie du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour la fin de cette édition. Betsabe, merci d'être resté avec nous après ce flash d'information. Marie Chek, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu loin de moi pour ce début de Morning. Plaisir de te retrouver comme chaque vendredi. Vous avez une invitée aujourd'hui, Noémie, bonjour. Noémie Givon, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques instants, on va parler avec vous d'art, mais avant cela, il y a notre chronique. Un autre art. Un autre art. L'actualité cette semaine avec vous. Betsabe, il y a ce qu'on appelle le Black Friday aux États-Unis aujourd'hui. C'est un concept qui m'échappe totalement. Je sais ce que c'est évidemment, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse courir dans un centre commercial pour acheter une machine à laver. On explique en gros, ce sont des soldes monstres qui créent des émeutes aux États-Unis. Et alors cette année, vous allez voir, en plus après la décision de ne pas poursuivre le policier Darren Wilson, ce Black Friday prend des allures particulières, vous allez le voir. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette initiative. Julien, je vais vous faire un Black Friday pour les nuls. Déjà, c'est le dernier vendredi du mois de novembre aux États-Unis et traditionnellement, c'est le jour qui précède Thanksgiving et qui a pour but de lancer donc la période d'achat de Noël avec des prix attractifs. Alors pourquoi Black Friday ? En fait, c'est en référence à cette foule monstrueuse qui donne une impression de couleur sombre et on va voir tout de suite que cette expression est toujours justifiée. Alors cette année, de nombreuses stars et personnalités américaines ont décidé de boycotter ce Black Friday. Par exemple, Jesse Williams de Grey's Anatomy, je suis sûre que vous le connaissez, qui écrit sur Twitter si vous me dites le nom du personnage, je serai plus fort que le nom de l'acteur. Il a des très beaux yeux bleus, on le voit en tout petit là sur son compte Twitter et il écrit « Pas de justice, pas de profit ». Puis alors, il y a toute une série de journalistes et de personnalités. Par exemple, l'homme d'affaires Russell Simmons qui a aussi décidé de boycotter donc, ce Black Friday. Donc boycott, mais vous avez quand même mentionné, c'est une hystérie totale. De grands moments d'hystérie et pas seulement le début des soldes, ce sont des promos monstres et c'est pour ça que c'est une hystérie totale. On voit des 80, moins 90%. Du coup, les Américains attendent l'ouverture des magasins dès très tôt le matin. Et on note au passage que depuis quelques années, il y a même le pré-Black Friday qui commence ce jeudi, ainsi que le Cyber Monday, donc pour le lundi. Voilà. Cyber Monday, c'est sur Internet.
Pardon? Cyber Monday, ça veut dire que les soldes sont sur Internet. Exactement. Des mesures ont été mises en place pour les magasins. Il y a toute une série de mesures pour faire face à cette foule qu'on va voir. Alors, vous avez des enseignes qui recrutent bien sûr en masse. Vous n'avez pas le droit de prendre votre congé ce jour-là. Il y a des réservations de produits à l'avance sur Internet, bien sûr. Et puis, il y a toutes ces sortes de caisses mobiles, soit des tentes à l'intérieur des magasins, soit sur les parkings. Et alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce phénomène, vous avez quelques échantillons. On va voir pire que ça. Je vous propose de voir tout de suite quelques illustrations. Tout d'abord, on peut se rendre en Californie. C'était en 2011. Vous allez voir. Les portes s'ouvrent. Regardez cette marée humaine. Pourquoi? Il y a une promo sur les cartes mémoire 4 gigas. Voilà. Et ça continue, ça continue. Autre exemple, une femme, ça se trouve dans un magasin Walmart, cette chaîne de magasins, c'est en 2013. Elle est un peu trop enthousiaste, elle se bat, voilà, elle est plaquée au sol carrément. J'ai pas vu c'était quoi l'objet, ça avait l'air un DVD, ça a l'air d'être une télé ou quelque chose comme ça. Et alors la police, voilà, prête à bondir. Autre exemple, Atlanta 2013, le risque, Julien, c'est aussi de rester coincé sous la pile, et vous avez un policier qui est attrapé par le slip, voilà. Et il y avait effectivement une dame tout en dessous de la pile, il les enlève un par un. Donc il faut faire attention, ça prend des allures de match de rugby. Vous voyez, il y avait effectivement une personne par terre. Et puis alors, d'un tout autre style, au Japon, puisque ça s'exporte, ce Black Friday, vous allez voir... Sans commentaire. Ça, c'est la file d'attente pour entrer dans les centres commerciaux? Voilà, ça, c'est les gens qui se... Alors, je vois pas ceux qui attendent, ceux qui sortent, mais en gros, ils sont disciplinés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, un homme est mort piétiné en 2008, le jour premier jour des soldes. Un peu plus discipliné. Donc, ça s'exporte, ça veut dire que c'est plus qu'aux États-Unis. Voilà, alors là, il y a eu la Chine qui était touchée par le phénomène. Et puis maintenant, en France, les magasins tentent aussi de s'y mettre. Alors, c'est un peu révolutionnaire quand même, parce qu'en général, avant Noël, les magasins essayaient d'écouler leurs produits à prix fort. En tout cas, on essaye Auchan, la Fnac, Amazon, Darty, La Redoute et bien d'autres. Avis aux téméraires. Avec combien de réduction? Ça dépend, entre 30 à 80%, ça dépend des produits. Bon, très bien. Avant de vous donner la parole, mesdames et Marie, pour parler culture, on va parler d'un Américain à Paris qui arrive justement dans la capitale française, et pas n'importe comment. C'est une version comédie musicale du célèbre film qui débarque au Théâtre du Châtelet. Comédie musicale qui cartonne à Broadway. Regardez, c'est un moment où vous allez avoir envie de danser. Un reportage de Sandy Fortis. Un Américain à Paris sur les planches du Théâtre du Châtelet. À Paris, le film mythique de la Metro-Goldwyn-Mayer est la première coproduction de cette institution culturelle de la capitale française avec Broadway, berceau incontesté des comédies musicales. Un événement orchestré par le metteur en scène Jean-Luc Choplin. Cette musique est tellement extraordinaire, tellement forte, tellement connue. Gershwin est un tel créateur de songs merveilleux que je me dis, voilà, il faut aller à New York, rencontrer et convaincre les Gershwin de faire cela. Les héritiers du compositeur George Gershwin avaient déjà été approchés par des producteurs américains. Ils ont donc décidé de les marier. La naissance de cet incroyable projet est donc le fruit de cette union. Une comédie musicale adaptée d'un film culte, un processus en contresens avec le chemin habituel. This is Paris, and I'm an American who lives here. I'm a painter. Très souvent, un spectacle de Broadway, c'est le spectacle scénique, et parfois, il devient un film comme La Mélodie du Bonheur, comme My Fair Lady. Plus tard, 70 personnes, dont 34 chanteurs et danseurs et 19 musiciens, se retrouvent à Paris après plusieurs semaines de répétition à New York. Résultat, une adaptation plus que réussie, loin d'être une simple copie de l'original. Dialogues modifiés, chansons supprimées et scénarios adaptés à la réalité. I Got Rhythm, chanté par Gene Kelly en 1951, en plein Montmartre, entouré d'enfants en Technicolor. I got rhythm. I got music. I got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. Se retrouve chanté entre adultes dans un bar. Un
American in Paris, version 2014, c'est jusqu'au 4 janvier au Théâtre du Châtelet à Paris, puis au Palace Theatre de New York à partir du 12 avril. Et voilà pour cette entrée en matière culturelle. Marie Chek, rebonjour. Noémie, rebonjour. Alors, c'est la première fois que vous venez avec une invitée, je crois. Non. Alors, avec moi, c'est la première fois. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. Fois. Deux femmes et un homme, c'est bien. Marie, vous voulez peut-être présenter Noémie, qui est à ma droite. Vous voulez nous expliquer qui est Noémie, pourquoi vous l'avez invitée? Alors, je cherche toujours des gens ou très cultivés ou qui ont un rapport avec la France, ou les deux, et c'est le cas. Et nous sommes devant Naomi Givon, qui, avec sa sœur Nourit, dirige une des plus grandes galeries à Tel Aviv, la galerie Givon. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'ils sont de deuxième génération de grands collectionneurs d'art depuis 40 ans. Et on va, je pense, demander à Naomi comment c'est d'être fille, d'avoir né dans cette ambiance culturelle, artistique, picturale, je dirais. Il faut expliquer peut-être le parcours de votre père. Comment non, être fille, c'est problématique parce qu'il faut à la fin faire les choses de soi-même aussi. Alors, c'était arrivé, mais dans les années plus tard, quand j'ai... Mais normalement, mes parents sont venus d'Allemagne. Dans les années 30. Dans les années 30. Dans les au milieu des années 30, oui. Ils sont construits avec 20 familles, surtout d'Allemagne, un kibbutz au nord de la pays, Kfaroupin. C'était dans les swamps de la Jordan River. Dans la vallée du Jourdain. Oui, c'était une vie très, très difficile pour deux enfants qui sont venus d'Allemagne. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que dans cette vie très difficile des années 30, l'art était présent dans la vie de votre père. Pas encore, dans le subconscient. Dans le subconscient, oui, mais l'art avait déjà il y avait une de l'art, importance. mais pas dans leur vie. Il y avait de l'art déjà à Jérusalem et à Tel Aviv. Mais 10 ans après... L'art est folklorique, l'art est un peu influencé par Paris, surtout. Et ça existait déjà dans les années... Mais 10 ans après, à la construction du kibbutz, il se voit amener à Yafo Tel Aviv, n'est-ce pas? Oui, pas à la construction de la pays. Après le Milchemet Ha'atzmaut, oui, mon père il a reçu une assez grande position et il devait partir pour prendre cette... Et en plus, ils n'ont pas du tout aimé que ma sœur Nourit ne pouvait pas vivre dans leur maison. Donc ils ont quitté le kibbutz. L'idéologie était trop socialiste alors, pour eux. Oui, alors ils sont partis. Vivre ils sont partis à Jaffa parce que la position était à Jaffa. Alors expliquez comment votre père était collectionneur. Il devenait collectionneur dans mi-année 50. Alors, 55, 56, il a commencé d'abord. Mais comment comment c'est arrivé? Il faut parler aussi je pense qu'ils ont cherché de la culture. C'est ça qui leur manquait. Chercher et créer. Ça, on faisait référence avec le kibbutz. Dans le kibbutz dans les années 30, oui, il n'y avait pas ça a été pour exister, surtout. Oui. Et là, on arrive dans les années 50. C'est encore assez récent. L'art en Israël, c'est pas encore quelque chose de très important. Il y avait déjà Bezalel, l'Académie de Bezalel. Non, mais la question était une question idéologique. Ça commençait avec l'existence même, qui était très difficile, et ça devait continuer avec un contenu. Mais je pense que ce qui est très important, qu'est-ce qu'on va mettre dans ça? Ils ont réussi de faire un pays. Et après ça, il faut faire de la culture. Mais je pense que ce qui est très important, c'est comment ils ont pu... On veut tous devenir collectionneurs. Il faut spécifier ici qu'ils ont reçu de l'argent, de la restitution. Les parents sont morts tous dans les camps. Donc avec l'argent qu'ils ont reçu, où beaucoup de gens ont refusé de recevoir ou ont mis de côté pour acheter. Parce qu'il y a eu des fonds de dédommagement qui ont été mis en place après la Shoah. Voilà. Donc les parents ont commencé on commence à voir la collection derrière. On parle de centaines de tableaux, que ce soit des portraits de lui-même, le père. Et c'est comme ça que votre père a commencé à créer sa propre collection, c'est après la Shoah. Il a commencé à voir des expositions. Il a vu comment les artistes vivaient et ça leur touchait horriblement, la situation des artistes.
Et alors, il est devenu ami, il est devenu partenaire, il est devenu collègue, il est devenu dealer. Et ensemble, ils ont créé cette famille-là, cette collection de Shmuel and Tamara Goigivon Collection. Vraiment, c'était des relations très intimes. Et je pense que il dormait avec les travaux. Et Naomi on s'est grandi avec. Et avec aussi la présence des artistes. Est-ce que vous pensez que c'était pour combler l'absence de sa famille qui est morte dans la Shoah, qui s'est plongée dans l'art? Non, eux, ils ont été des juifs séculaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? Ou la musique pour remplir la spiritualité, quand il n'y a pas la place de voir la religion et pas Dieu. Parce qu'il n'y avait pas assez de... ça passait autour de l'existence tout le temps. Ça a été dédié à mon père. Il y a des travaux qui ont été créés spécialement pour son anniversaire. J'ai vu dans ce magnifique catalogue. On va voir le catalogue. Voilà. Montrez-le, Marie. Voilà. Dans ce catalogue, on voit toutes les relations qui se sont créées entre les artistes et le père. Et à la fin, au lieu d'acheter un travail, il lui donnait cadeau il lui donnait des cadeaux pour agrandir la collection. Et je pense que Naomi, qui est la deuxième génération de collectionneurs, ou qui a cette galerie depuis 40 ans avec sa sœur, et je demandais à Naomi s'il y aurait une troisième génération. Quelle est la question? La réponse. Non, je pense pas. Non. C'est-à-dire que vous avez repris le travail de votre père. C'était évident pour vous de reprendre. Moi, j'ai changé un peu la route de mon père parce que mon père a fait les 3 étapes. L'art israélien, early Israeli art. Après ça, il est beaucoup voyagé en France. L'art d'Israël des premières années. Des premières années, 20 premier objet de collection. Et après ça, il a beaucoup voyagé à Paris pour acheter les œuvres des écoles de Paris juives. Ça, c'était la deuxième collection. Alors ça, c'est une partie de la collection. Mais après ça, en réaction, il a passé sa collection tout à fait sur l'art contemporain et moderniste. Et vous, aujourd'hui, parce que je pense, pour faire le contact avec le kibbutz, c'était une sorte des immigrants qui ont voulu constituer une société séculaire. Et c'était très important et moderne. Marie, aujourd'hui, pour terminer, il y a une collection et une galerie. Il y a une galerie, il y a 2 espaces. Il y a une galerie à la rue Gordon, la galerie Givon. Il y a un espace à Nave Tzedek qui pour non-profit pour montrer toutes sortes d'art. Et surtout, en ce moment, il y a la collection qu'on peut voir de la famille. Et il y a eu aussi dans un kibbutz, Mishkan Leomanout, aussi, donc au même moment cette année, je pense pour fêter 100 ans, notre compte, c'est 100 ans de la naissance de ton père. Il est né en 1914. Ils ont fêté ce centenaire un peu partout. Je vous conseille d'aller voir les 3 espaces. On est allé voir Neve Tzedek, Gordon et, dernier lieu... Non, là, c'est fini. Voilà. Nous sommes dans les derniers 2 jours de... Vous avez encore le temps. Si vous êtes à Tel Aviv, profitez-en. Allez, merci beaucoup, Noémie, d'être passée nous voir. Merci beaucoup, Marie. Et merci beaucoup, Betsabé. Merci à vous d'avoir suivi ce Morning Day 24 News. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Nathalie Nagar. Suivez l'édition spéciale consacrée au vote à l'Assemblée nationale.